Au quotidien, avec Hélène Denis. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Très belle journée, on va s'en souvenir de ce mois de novembre 2021. Jeu de mots facile puisque c'est le 11 du 11 2021, jour du souvenir, 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Vous n'étiez pas né, Nicolas Zwartman. Moi non plus d'ailleurs. Ça va, Nicolas? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, vous êtes arrivé en métro, puis c'était pas facile ce matin. Toute une aventure, toute une aventure. Je pense que si je me trompe pas, c'était 3 lignes, la jaune, l'orange et la verte qui étaient complètement stoppées. Oui. Donc, j'ai dû sortir du métro et courir jusqu'à la station. Ah, mais vous avez l'air en pleine forme. Alors, c'est vous qui faites la mise en onde aujourd'hui, sous la supervision de Jean-Sébastien. Ça se passe bien, on a cassé la glace hier, puis... vous avez fait ça comme un grand, un pro, ce que vous êtes d'ailleurs. Aujourd'hui, à l'émission, Dominique Tremblay viendra nous parler sport à sa chronique On parle de sport, mais son émission s'appelle On parle de sport et sa chronique, pourquoi pas, s'appellerait aussi de cette manière. Je parlerai avec le réalisateur Nicolas Roy qui présente dans le cadre du Festival Cinémania un film difficile intitulé Guerre avec une distribution formidable. Je ne sais pas si vous connaissez l'actrice Emmanuelle Loisel. Elle crève l'écran, une présence magnétique à l'écran et aussi sur scène. Également, chronique juridique avec Laurent Trépanier-Capistran, ainsi qu'une belle rencontre qui était prévue lundi, qui a été reportée à aujourd'hui avec Fanny Bloom, qui nous parle de son mini-album Rêve encore et aussi de la série documentaire balado Daniel Bélanger Rêve encore qu'il faut absolument découvrir. Et ça me fait plaisir de saluer mes collaborateurs du jeudi, Yvan Deslauriers ainsi que Monique Kirouac. Bonjour à vous deux. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Allô, allô, je pensais que vous faisiez ça en chœur. Ah, on n'en a pas discuté avant l'entrée en onde. Alors, on recommence. On pourra travailler notre entrée éventuellement. OK, bon, on fait ça pour la semaine prochaine. Alors, Yvan et Monique, ça me fait plaisir de vous accueillir en ce beau jeudi. Quels sont vos sujets, si on commençait par vous, Monique? Alors, souvenir, on retourne dans le temps, Hélène, pour parler peut-être de nos ancêtres. On avait certaines croyances par rapport à la migration de l'Afrique vers les Amériques. Alors, il y a eu des découvertes faites par des chercheurs de l'université Bournemouth, qui est une université anglaise, qui nous disent qu'ils sont arrivés quelques années, en fait, des milliers d'années plus tôt qu'on ne le croyait. Alors, je vous raconte tout ça. C'est super. Yvan, vous? Moi, de mon côté, est-ce que, Hélène, on vous a déjà montré comment lancer, comment sauter, comment courir? Comment lancer, oui. Comment faire de la bicyclette, comment courir, non. Mais on m'a montré quelques activités, quelques sports. Alors, il y a quelqu'un qui a pensé à aider les enfants dans leur littératie physique. Oui. Donc, à leur montrer les bases de l'activité physique. Et il a monté un programme pour ça qui commence à rentrer tranquillement dans les écoles. Donc, c'est ce que je vais vous parler je pense que c'est à partir de 10 heures. Oui. Je vais monter dans mon bureau. Là, c'est mon dernier jour, je pense, de travail. OK. Alors, je vais aller m'installer, puis je vais vous raconter ça. Bien, c'est super pour vous également. Alors, Diane Dufresne, vous la trouvez super, j'imagine, une grande, grande artiste. Elle sera d'ailleurs à Montréal, au Jésus, dans une formule toute spéciale. On l'écoute dans une chanson dans le sens d'aujourd'hui. Un souvenir heureux est plus vrai bien souvent que le bonheur, plus vrai que tous les mots du fond du cœur. L'oubli est un affreux voleur. Garder sa mémoire en éveil. Pourquoi m'as-tu laissé à mon chagrin, jouant de coups
C'était Diane Dufresne avec la chanson Un souvenir heureux. Merci Nicolas. Diane Dufresne qui va chanter tout en intimité au Jésus les 14 et 19 novembre, un spectacle intitulé Diane Dufresne sur Rendez-vous. 11 novembre 2021, Histoire du coquelicot. J'ai fait une petite recherche et sur le site légion.ca, bien, j'ai trouvé l'histoire du coquelicot que je porte fièrement ce matin comme plusieurs Canadiens. Chaque année en novembre, le coquelicot jaillit par millions sur les cols à revers et boutonnières des Canadiens et des Canadiennes. La portée du coquelicot peut être retracée jusqu'aux guerres napoléoniennes au 19e siècle, soit quelques 110 années avant même que le Canada ne l'adopte. Les archives datant de cette époque nous laissent savoir la densité avec laquelle les coquelicots fleurissaient sur les tombes des soldats dans la région des Flandres en France. Des champs dont on disait que la terre était stérile avant la guerre ont explosé avec des fleurs de couleur rouge sang après la fin des batailles. Suite aux immenses bombardements de la guerre, les sols calcaires sont devenus riches en chaux en raison des décombres permettant ainsi aux coquelicots, que certains aussi appellent fleurs de pavot, de se développer et de prospérer. À la fin de la guerre, la chaux fut rapidement absorbée et les coquelicots se sont mis de nouveau à disparaître. Le lieutenant-colonel John McCrae de Guelph en Ontario, qui était un médecin militaire canadien durant la Première Guerre mondiale, a été le premier à reconnaître le coquelicot au Canada et au sein du Commonwealth. En effet, en mai 1915, John McCrae est celui qui a griffonné sur un bout de papier le poème « In Flanders Fields », les cimetières flamands, le jour suivant le décès d'un ami et frère d'armes. Il était loin de se douter alors que ces 13 lignes deviendraient intronisées au panthéon des pensées les plus profondes et des cœurs de tous ceux et celles qui liraient ces pensées. Ce poème de McCrae fut publié en décembre de la même année dans la revue Punch. Et c'est Madame Anna Guérin, une Française, qui a eu l'idée du coquelicot du souvenir, inspiré du poème. Au champ d'honneur, Anna avait fondé une œuvre de bienfaisance pour aider à reconstruire les régions de France démolies par la Première Guerre et elle fabriqua des coquelicots de tissu pour récolter des fonds. Par la suite, Mme Guérin présenta son concept aux Alliés de la France, dont le précurseur de la Légion royale canadienne, l'Association des vétérans de la Grande Guerre. L'idée fut étudiée lors d'une réunion à Port Arthur, en Ontario, aujourd'hui Thunder Bay, et fut adoptée le 6 juillet 1921, il y a donc 100 ans cette année. Et grâce aux millions de Canadiens et Canadiennes qui, chaque année en novembre, arborent le coquelicot de la Légion, la petite fleur rouge est toujours là et le souvenir de ceux et celles qui sont tombés au combat demeure toujours vivant dans nos cœurs. Allons-y avec les unes des journaux. Le Devoir, apprendre le français sans l'aide promise. C'est un texte de Sarah R. Champagne. On leur a promis 200 $ par semaine pour subsister pendant qu'ils se consacraient à temps plein à l'apprentissage du français ou 25 $ par jour de cours à temps partiel. Les délais de traitement de leur demande d'aide financière en francisation sont cependant si longs que des nouveaux arrivants passent des mois à étudier sans recevoir cette allocation. Les allocations ne sont pas rétroactives, confirme-t-on dans un centre de services scolaires de la grande région de Montréal. Au total, plus d'une dizaine de personnes de 5 régions différentes et qui ne se connaissent pas ont témoigné au Devoir de cette potentielle perte de revenus. Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration affirme pour sa part ne pas avoir relevé ce problème. Les délais sont un facteur de décrochage de la francisation, affirme pourtant une enseignante de la région de Québec qui vient de voir l'un de ses étudiants quitter ses cours pour cette raison. Autre titre à la une du Devoir, Michel Audette aurait voulu dire merci aux Canadiens de Montréal lorsque l'équipe de hockey a reconnu récemment la métropole comme territoire traditionnel et non cédé Mohawk. Et si certains doutent de la présence historique des Mohawks sur l'île, la nouvelle sénatrice propose alors au club d'inclure dans son message d'avant-match davantage de nations autochtones qui revendiquent pareille occupation ancestrale. Là où je suis mal à l'aise, par exemple, c'est quand on dit « non cédé », explique-t-elle en entrevue au Devoir. Parce qu'à mon avis, si tu dis « non cédé », c'est que tu vas tout faire pour nous aider dans notre démarche pour le droit à l'autodétermination. Je ne pense pas que les institutions soient rendues là. Je ne veux pas que ce soit juste cosmétique. Et autre titre à la une du Devoir d'aujourd'hui, Biélorussie.
Texte de Patrice Sénécal, coincé entre la Pologne et la Biélorussie où les refoulements se multiplient à la frontière. Il serait des milliers de réfugiés à errer dans les forêts aux portes de l'Union européenne. Avec le mercure qui chute dangereusement, les ONG craignent le pire sur le terrain, alors que se profile déjà un drame humanitaire. Maintenant, la une du Journal de Montréal, avec un coquelicot d'ailleurs qu'on peut voir sur le journal. Tous les jours dans nos prisons, livraison par drone, armes, drogues, seringues, tabac, cellulaire, un vrai fléau. Aussi mauvais que la pire édition des Nordiques, on parle ici du Canadien de Montréal en déroute et Michel Bergeron signe une chronique qui peut donner un peu d'espoir. Ne lançons pas la serviette tout de suite. Une lettre écrite par Robert Lindman qui est publiée dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Les Anglos ne sont pas tous des Michael Rousseau. On parle ici du PDG d'Air Canada qui a fait couler beaucoup d'encre lors de sa conférence qu'il a donnée à la Chambre des commerces en anglais seulement. Et puis, je termine avec la une de la presse. Agriculture, le Québec champion du bio. La superficie des terres consacrées à l'agriculture bio a doublé en 5 ans, si bien que nos agriculteurs assurent près de la moitié de la production du pays et les consommateurs d'ici en redemandent. C'est à lire. C'est un dossier donc signé Alice Girard-Bossé. L'industrie du bio explose au Québec. La superficie des terres agricoles vouées au biologique est passée de 49 000 hectares en 2015 à 106 000 hectares en 2020, selon le rapport annuel du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Je m'excuse. Autre titre à la presse plus, environnement, l'alcoolique de la famille a besoin d'aide. C'est un texte de Francis Veil. Il ne veut pas le reconnaître, mais il a un gros problème d'alcool qui nuit à sa santé et à toute la famille, qui nous couvre de honte. On a bien essayé de le raisonner, rien à faire. Il nie sa dépendance, nous envoie promener et nous menace. Il justifie même l'utilité de sa consommation d'alcool et en minimise les conséquences lorsqu'il prend le volant. C'est prouvé, l'alcool a des effets thérapeutiques, dit-il. Il aide à relaxer, à chasser le stress. Un petit verre, ça ne fait jamais de mal. Il faut dire que les producteurs d'alcool le confortent dans son aveuglement. Leur publicité et leurs études bidons prétendent que l'alcoolisme est une nécessité, rien de moins. De toute évidence, le Canada ne pourra pas gagner l'ultime bataille discutée à la COP26 si l'Alberta ne met pas sérieusement la main à la pâte, si cette province ne met pas fin à son utilisation du charbon comme source d'énergie et ne réduit pas sa production de pétrole bitumineux. Alors ici, il fait un parallèle entre l'alcoolisme et aussi des problèmes d'environnement. Pour sa santé et la nôtre, il faut absolument venir en aide à l'alcoolique de la famille. La première étape est peut-être la plus difficile, comme le savent les AA. Jason doit admettre son alcoolisme et vouloir y mettre fin. Le problème de Jason a été abondamment discuté lors de conseils de famille. Pourquoi se soucier de lui? Par fraternité un peu, mais surtout parce que son comportement nuit à l'environnement familial, provoque des accidents et que la situation empire. Du trésor, envie de chauffer le dehors, de shooter la palme d'or. J'ai dessiné le plan, la grande évasion.
Oh, c'est une révélation. Y a une ampoule brûlée au-dessus de ma tête. Envie de manquer de frein juste avant le ravin. Nos cœurs hissés haut pour enivrer par le beau. Moi, je t'aime et j'aime aussi ce plein, ces yeux, génie, c'est Patrice Michaud, La Grande Évasion. Monique Kerouac est avec nous. Monique, vous nous parlez aujourd'hui de fossiles qui sont révélateurs. Tout à fait. Alors, ces deux chercheurs, Matthew Robert Bennett et Sally Christine Reynolds, qui ont publié un texte sur le site de La Conversation, ce site qui nous permet de découvrir des recherches de chercheurs d'à travers le monde, alors qui nous parle justement d'empreintes fossiles, comme vous le disiez, et donc de nos ancêtres d'une certaine façon. Alors, il faut rappeler, Hélène, que notre espèce a commencé à migrer hors d'Afrique il y a environ 100 000 ans. Si on exclut l'Antarctique, donc ce qui se trouve tout au bas du globe terrestre, l'Amérique a été le dernier continent atteint par les humains après que les premiers pionniers ont pu traverser le pont terrestre de Bering, aujourd'hui submergé, qui reliait autrefois la Sibérie orientale à l'Amérique du Nord. Il faut savoir qu'à certains moments de la période glaciaire du Pléistocène, qui a pris fin il y a 10 000 ans, le Pléistocène, c'est une période là géologique, de l'époque géologique du Quaternaire, Hélène, et qui, en fait, s'étend sur une période de 2,58 millions d'années. Oh! Et... Ça en fait, ça, du temps. Ça en fait du temps. Et c'est à 11 700 ans avant le présent. Bon, on en apprend des choses, oui. Toujours. Alors, cette période qui a pris fin il y a 10 000 ans, à cette période, donc, de grandes calottes glaciaires recouvraient une importante partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Donc, l'eau enfermée dans ces nappes de glace a fait baisser le niveau de la mer, qui a donc permis de passer de l'Asie à l'Alaska par l'Arctique. Mais au plus fort du dernier cycle glaciaire, mais le chemin vers le sud des Amériques était bloqué par une calotte glaciaire qui recouvrait tout le continent. Alors, jusqu'à tout récemment, les scientifiques croyaient que les humains ne s'étaient dirigés vers le sud des Amériques que lorsque cette barrière de glace a commencé à fondre, et ce, au plus tôt, il y a 16 500 ans. Mais les collègues de nos deux chercheurs, Bennett et Reynolds, ont découvert des empreintes fossiles qui semblent indiquer que les humains sont apparus sur le continent plusieurs milliers d'années avant cela, comme on le disait d'entrée de jeu. Alors, ces empreintes ont été mises au jour dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique. Elles auraient été laissées par un groupe d'adolescents, d'enfants et de quelques adultes et remontent donc à l'apogée du dernier maximum glaciaire il y a environ 23 000 ans. Alors, ça en fait potentiellement la plus ancienne preuve de notre présence sur le continent américain. Cette découverte confirme l'idée que les humains vivaient dans la partie sud de l'Amérique du Nord avant le dernier pic glaciaire. C'est une théorie, semble-t-il, qui jusqu'à présent reposait sur des informations plutôt contestées, peu fiables. Mais tout change avec cette découverte des empreintes de White Sands. Le problème aussi, c'était de dater ces empreintes. On savait qu'elles avaient été formées avant l'extinction de nos immenses dinosaures, là, mais sans plus de précision. Mais voilà, tout a changé en septembre 2019,
quand l'équipe de chercheurs a trouvé des traces avec des sédiments intacts, autant au-dessus et en dessous. On a retrouvé des couches qui contenaient des centaines de graines de rupie spiralée, qui est une sorte de plante qui peut pousser aussi dans l'eau. Ces graines, une fois datées au radiocarbone, pouvaient révéler l'âge des empreintes. Donc, l'analyse... Ah, OK. Je me demandais si des empreintes d'adolescents, c'était particulier. Comment on peut savoir ça? Oui, c'est la taille, justement. Hein. Alors, l'analyse a démontré que l'âge des graines varie entre il y a 21 000 ans et 23 000 ans, ce qui suggère donc que les humains ont fait des visites répétées sur le site pendant au moins 2 millénaires. C'est fascinant, hein, quand on parle de millénaires, là, on est bien petit. Oui. Ah là là. Alors, les empreintes de White Sands constituent une preuve sans équivoque d'une présence humaine sur le continent américain, donc au plus fort du dernier maximum glaciaire, et non quelque temps après, comme on le pensait auparavant. C'est un élément, semble-t-il, très important pour notre compréhension du peuplement des Amériques et de la composition génétique des Autochtones d'Amérique. Donc, grâce à l'ADN des Autochtones d'aujourd'hui, les scientifiques ont établi que leurs ancêtres sont arrivés d'Asie en plusieurs vagues, dont certaines se sont isolées sur le plan génétique. La cause de cet isolement n'est pas très claire. Aujourd'hui, les nouvelles empreintes qu'on a trouvées, comme je le disais, à White Sands au Nouveau-Mexique, fournissent une explication qui démontre que les premiers peuples d'Amérique étaient isolés au sud de la calotte glaciaire nord-américaine avant que d'autres les y rejoignent après la fonte de celle-ci. Cette découverte, semble-t-il, peut aussi relancer des spéculations sur d'autres sites archéologiques des Amériques, notamment la grotte de Chiquihuite au Mexique. Des archéologues ont récemment affirmé que des preuves provenant de cette grotte indiquent que des humains ont occupé le continent américain il y a environ 30 000 ans, soit 7 000 ans avant nos personnes qui ont laissé leurs empreintes à White Sands. Alors, les découvertes de cette grotte de Chiquihuite sont toutefois contestées parce que c'est à partir d'outils en pierre et on dit que c'est un peu plus difficile d'interpréter parce que les pierres ressemblent à des outils, oui, mais ça peut avoir été formé par un processus naturel. Mm-hmm. Alors que les empreintes, elles, fossiles, ne peuvent pas être transformées par les éléments naturels. C'est plus plausible. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on a tendance à imaginer nos ancêtres qui menaient des luttes à la vie et à la mort, obligés de continuellement combattre les éléments pour simplement arriver à survivre. Mais ces empreintes évoquent un cadre plutôt ludique et relativement tranquille où les adolescents et les enfants passaient du temps ensemble, en groupe. Peut-être à jouer. J'espère. On espère, oui, hein, ils l'ont naturellement. Hein. On voit les enfants dans des situations totalement inconcevables pour tout humain qui s'amuse quand même avec rien. On pense à La vie est belle de Roberto Benigni, entre autres. Exactement, mais oui, exactement. Donc, on dit que peut-être qu'ils jouaient, ces enfants-là, ces jeunes adolescents, mais ça peut être aussi qu'ils faisaient partie de la main-d'œuvre de ces chasseurs-cueilleurs et que ils étaient en train de transporter des ressources pour leurs parents. Peu importe, les personnes qui ont laissé leur empreinte à White Sands faisaient partie des plus anciens adolescents américains dont on a trouvé des traces gravées dans la pierre. Elles rendent donc hommage à leurs ancêtres, dont nous savons maintenant qu'ils ont emprunté le long pont terrestre menant aux Amériques des millénaires, plutôt que ce que l'on croyait jusqu'ici. Ça donne envie d'aller découvrir le parc national de White Sands. Ben oui, tout à fait. Et peut-être les grottes de Chiquihuite. Pourquoi pas? Mais aussi, quand on pense à la conférence de Glasgow en ce moment, à la COP26, oui. On se dit qu'on est bien jeune et bien petit dans cet univers de millénaires d'années où il y a eu des grandes transformations. Ah, oui. Et peut-être qu'on est à l'aube d'une très grande transformation si on ne fait pas plus attention. Bien dit, Monique. Tout est relatif, puis ça travaille notre modestie à entendre ce texte-là que vous nous avez fait découvrir. C'est tiré du site La Conversation. Exactement, oui. Parfait, merci.
Monique, avez-vous une brève? Oui, j'en ai. Il nous reste une petite minute. Ah, ben, C'est rare, écoutez, hein? Ben, j'ai bien fait ça pour une Profitez-en. fois. Mais non, quand même. Vous faites toujours bien ça, mais Alors, là, on a du temps. peut-être une question. Quel nouvel effet de la fonte des glaces arctiques a été découvert? Eh bien, la fonte accroît le risque d'incendie de forêt en Californie, selon une nouvelle analyse de climatologues américains. Le déclin de la banquise modifie la circulation atmosphérique et augmente par le fait même la stabilité des climats chauds et secs dans le sud des Rocheuses et en Californie. Donc, c'est pas fini. Ce n'est qu'un début, malheureusement ou heureusement. Malheureusement. Oui, malheureusement surtout. Merci beaucoup, Monique. Puis on va se retrouver. Vous allez rester là? Oui, parfait, parce qu'il y aura d'autres brèves pour vous. Puis ensuite, une chanson au retour et Yvan qui va nous parler d'exercice physique et d'apprentissage d'exercice physique. Vous pouvez rejoindre Écoutez au quotidien avec Hélène Denis. Les étoiles sont claires à soir. Edith Butler, Dans le bois. Merci Nicolas. Chanson très agréable, album de Edith Butler qui a été produit par Lisa Leblanc. D'ailleurs, ça s'entend. Yvan Deslauriers, vous êtes là. Oui, je suis là et
D'abord, premièrement, c'est une chanson qu'on va avoir dans la tête toute la journée. Oui. Vous êtes content? Deuxièmement, oui, très, mais j'ai été tenté d'aller chercher ma chronique la semaine dernière sur les endroits où aller marcher dans la forêt. Dans les sentiers. Ben oui, aujourd'hui, on peut bouger aussi dans les sentiers. Oui, dans la forêt. Énormément. Oui, et dès la semaine prochaine, j'y serai. Je vais aller me promener dehors parce que j'ai fait ma dose de travail à l'intérieur dans les dernières semaines. Ah oui, ça va être bon, hein? J'ai besoin d'air frais. Je pense que ça apparaît sur mon humeur, on me dit ça. Ah, ben moi, je m'en rends pas compte. Ici, on s'en rend pas compte. À petite dose, j'essaie de me contrôler. Vous direz un beau bonjour à Marie. Alors vous, Yvan, est-ce que vous avez appris à bouger? Moi, je pense que ça me venait assez naturellement. Ouais. Puis j'ai une facilité à copier les autres. Si je vois un mouvement intéressant ou si je vois une façon de faire, j'ai une certaine facilité à pouvoir le refaire. Jusqu'à une certaine limite, évidemment. Mais c'est pas donné à tous. Et je regarde par mes garçons, par exemple, il y en a un qui a beaucoup de facilité, puis l'autre beaucoup moins. Et c'est là que j'ai trouvé que cet article pouvait devenir vraiment intéressant pour acquérir les bases de l'activité physique. C'est-à-dire savoir marcher, courir, gambader, lancer, connaître les bases du mouvement et ainsi acquérir une certaine confiance quand on fait ce mouvement-là. C'est tellement arrivé souvent que des jeunes, des enfants disent « Ah, je suis tellement poche dans cette chose-là ouais. qu'ils se délaissent complètement de cette activité-là et souvent même de toute activité physique. Et c'est pas de créer des superstars de l'activité physique, c'est juste de gérer sa santé de façon adéquate. Alors, c'est pour ça que je vous amène à cet article qui a paru en plein milieu des élections municipales. Ben, le jour même, le 7 novembre. Le jour même, le 7 novembre à 16h. Donc, c'est pour ça que je l'ai su plus tard. C'est Marie qui me l'a envoyé. Pour ceux qui ne le savent pas, vous travaillez aux élections depuis quelques semaines, quelques mois même. Oui. Depuis le 7 septembre, ça fait une couple de mois, ça. Mm-hmm. Donc, l'article s'appelle « Mission, apprendre à bouger ». Et c'est écrit par Véronique Larocque dans la presse du 7 novembre. Et ça commence avec « Les bienfaits de l'activité physique sont énormes. Pourtant, 61% des Canadiens, 6 Canadiens sur 10, de 5 à 17 ans n'en font pas assez, selon les données dévoilées par Participation en 2020. » Alors, avec son équipe, David Arsenault, fondateur de Champions pour la vie, souhaite améliorer les statistiques, coup d'œil sur un programme qui fait bouger les enfants. Alors, il nous amène dans une école, en fait, dans un service de garde. Il est 15h30. À la queue leu-leu, les élèves de maternelle de l'école de la Petite Bourgogne entrent dans le gymnase avec leur éducatrice en service de garde, Mme Elena. D'ailleurs, dans ces groupes-là, c'est toujours comme ça. C'est « Bonjour, Mme Elena. Ouais. Bonjour. » Certains s'agitent et ont hâte de bouger. M. Ali, enseignant d'éducation physique, prend la parole et dévoile le plan des 30 prochaines minutes. Répétez les exercices vus au cours des dernières semaines et jouez à la tag. Je sais que c'est votre jeu préféré, dit-il, enterré par les cris de joie des enfants. Divisés en 3 groupes, les jeunes se promènent de station en station pour travailler des mouvements de base, le saut en longueur, des lancers et des postures d'équilibre. À la première station, M. Ali rappelle aux enfants comment sauter en décortiquant le mouvement. Lucas est le premier à s'exécuter, puis Sophia, suivi de Galia, d'Ilès et des autres. Le sifflet se fait entendre. Le groupe change de station. Après avoir travaillé leur équilibre en imitant le flamant rose, puis là, quand j'ai lu l'article, ça a l'air de quoi déjà, un flamant rose? Rien que sur une patte. Oui, rien que sur une patte. Les jeunes lancent des poches dans des cerceaux. Lucas aime particulièrement cet exercice et est fier de lui quand il réussit. Sophia, quant à elle, préfère l'activité suivante, la tag. À entendre les exclamations pendant le jeu, on constate qu'elle n'est pas la seule.
L'école de la Petite Bourgogne, située dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, est l'une des 258 écoles québécoises à bénéficier du programme Champion pour la vie destiné aux enfants de 4 à 8 ans. Dans les services de garde, le programme s'étend sur 20 semaines. Du début à la fin, il y a une nette amélioration de toutes les aptitudes physiques, nous dit Ali Benchik, l'enseignant d'éducation physique qui anime l'activité. Au fil des semaines, les enfants qui y participent sont plus attentifs, et pas seulement dans le gymnase, indique l'éducatrice Elena. J'ai remarqué une grande différence par rapport aux autres écoles où j'ai travaillé. Les mouvements vus au cours de l'année serviront dans la pratique de nombreux sports, souligne toujours M. Benchik. Les lancers au baseball et au basketball, l'équilibre en gymnastique, les sauts en athlétisme, donne-t-il en exemple. Les enfants sont non seulement trop peu actifs, ils n'apprennent pas non plus à bouger, affirme David Arsenault, fondateur de Champion pour la vie. Cet ancien membre de l'équipe nationale de taekwondo a longtemps évolué auprès de l'élite sportive. Il a été l'entraîneur de certains hockeyeurs, dont un certain Vincent Lecavalier. Joueur de hockey? Oui, qui a été très, très, très bon, gagné une Coupe Stanley et tout. Les athlètes, c'est une pyramide. Tu commences avec une base et c'est juste les meilleurs qui se rendent en haut. J'ai entraîné les meilleurs pendant 12 à 15 ans. Un jour, je me suis dit, ils n'ont pas besoin de moi. Les enfants, eux, ont besoin de moi. Je voyais de plus en plus de jeunes athlètes qui ne savaient pas sauter, gambader, courir comme il faut, faire des mouvements de base comme il faut. La base de la littératie physique n'était pas là. Épaulé par des enseignants d'éducation physique, David Arsenault a créé en 2013 un programme qui permet aux enfants d'acquérir les habiletés motrices de base et d'avoir confiance en leurs capacités. L'accent mis sur la littératie physique a d'ailleurs poussé la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance à devenir partenaire de Champion pour la vie. On a travaillé pour trouver les freins à l'activité physique et le manque d'habileté est un frein important. Un enfant qui ne se sent pas compétent n'ira pas rejoindre un groupe qui joue au ballon chasseur dans la cour d'école ou ne montera pas sur un vélo. Il est important qu'un enfant apprenne à bien courir, bien sauter, bien lancer. Ça lui donne confiance en lui et après, il a le goût de faire du sport, explique Geneviève Paquette, directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Les activités de Champion pour la vie ressemblent-elles à celles du cours d'éducation physique? Non, on ne remplace pas l'éducation physique. On est un complément, répond David Arsenault. D'ailleurs, Champion pour la vie propose aussi de la formation et des fiches pour outiller les enseignants. Offert gratuitement dans les écoles de milieux défavorisés grâce aux partenaires et aux donateurs, le programme a été suivi par plus de 17 000 enfants jusqu'à présent. David Arsenault et son équipe espèrent augmenter le nombre d'écoles participantes à 500 d'ici 1 an pour rejoindre encore plus de jeunes. Je veux que les enfants s'épanouissent, souligne ce mordu de sport à qui l'activité physique a fait le plus grand bien dans sa jeunesse. Donc, c'était l'article Mission, apprendre à bouger, qui était dans la presse. Et moi, je suis allé voir le programme de Champion pour la vie dans le site Internet, sur leur site Internet. Et j'ai appris que c'est un modèle qui est basé sur des faits. En fait, l'acquisition de la littératie physique est directement reliée à la bonne santé et est un prédicteur du niveau d'activité physique pratiqué plus tard. Un faible niveau de développement moteur peut être une barrière à une vie active et un niveau élevé peut permettre l'accès à une participation dynamique et à une foule d'activités physiques. Le modèle qui est proposé a été testé par l'Université Concordia. Et suite à une étude menée auprès de 150 enfants de 5 à 8 ans, il s'avère que ce programme est efficace dans le développement et l'acquisition de 8 habiletés motrices de base. Alors, c'est vraiment un programme qui s'attaque à l'ABC de l'activité physique. Merci beaucoup, M. Yvan. Bienvenue.
De retour à vous, chère Monique, pour une brève. Une petite capsule linguistique, Hélène. Bien oui, on aime ça. Alors, Why not? Œuvrer et travailler. Œuvrer ou travailler? Oui, ou l'un ou l'autre, oui. J'ai hâte de savoir ce que j'ai fait dans les derniers mois. Vas-y. T'as travaillé. Travailler. Alors, on utilise parfois à tort œuvrer et travailler. En fait, c'est parce qu'il y a une petite confusion. Il présente un sens commun qui est celui d'effectuer un travail et d'agir. Bon, celui-ci étant dit, le mot œuvrer, c'est accomplir une œuvre, travailler à réaliser quelque chose d'important. Ben, c'est ce qu'a fait Yvan ces derniers jours, ces derniers mois. Peut-être, oui. Ça suppose un véritable engagement personnel ou encore un engagement dans une réalisation d'envergure. Bien sûr, oui, il a œuvré c'est dans le cadre de tâches civiques, peut-être, politiques, mais il y a aussi artistiques. Alors que travailler, c'est effectuer un travail, soutenir un effort en vue d'obtenir un résultat. On va exercer un métier, une activité professionnelle, fonctionner activement. Alors, il faut en résumé dire, on œuvre pour une bonne cause et on travaille pour gagner sa vie. On pourrait dire, par exemple, que Claude travaille dans l'édition et sa femme dans l'imprimerie, ou encore que, pour employer le verbe œuvrer, notre organisation œuvre pour le respect des droits de la personne. Alors, j'espère que c'est plus clair pour vous. C'est pas mal plus clair. Et Yvan, vous? Oui, moi, je pense que j'ai travaillé finalement. Mais moi, j'ai donné mon nom pour être bénévole d'un événement il y a 2 ans. Et on dirait que l'événement va avoir lieu bientôt. Ah oui? Alors, oui, chère communauté du défi sportif Altergo, nous tenions à vous informer en priorité sur le 39e défi sportif Altergo qui aura lieu du 22 avril au 1er mai 2022, après 2 ans de compétition virtuelle et hybride en raison de la pandémie. Donc, le plus grand événement multisport au Canada, surtout pour les jeunes et les enfants et même des adultes qui ont des handicaps intellectuels, fera un retour en présentiel en 2022 et j'espère que finalement, je vais pouvoir être bénévole pour cet événement-là. Bien, bonne nouvelle, puis on vous le souhaite, Yvan. Merci beaucoup à vous, Yvan Deslauriers, ainsi qu'à Monique Kirouac. Passez une très belle journée du souvenir et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci, bye. J'aurai les yeux des marées bleues et le visage du temps pluvieux. J'aurai le cœur sur un nuage, passerai ma vie en décalage. J'aurai la tête sur l'oreiller, à peine posé les plumes mon pied. J'abandonnerai mon âme d'avant et chercherai celle au présent. Il faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain. Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage. Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les marches ou qu'on déboule, j'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air bête. Tourne encore, tourne encore. Sûr de mes pas, je prends le large, les idées un peu moins sages. Je marcherai sans peine sur les eaux, mettrai la nuit au tombeau. Que je sois seule, que je sois folle, que je ris bien ou que je grogne, il y aura toujours sur ma peau blanche mes détours et absences. Tourne encore, tourne encore, tourne encore, tourne encore. Tourne
C'était Salomé Leclerc avec sa pièce Tourne encore. C'est le temps de la chronique de sport avec l'animateur de l'émission On parle de sport, ici même à Canal M, Dominique Tremblay. Bonjour Dominique, ça va? Oui, et vous? Oui, Ça va oui, bien? oui, ça va. Vous avez repris du service, là. Oui, bien c'est ça, j'étais un petit peu raqué ce matin. Ma première pratique de basketball en fauteuil roulant depuis à peu près 8 ans. 8 ans? Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Oui. Donc, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Mais la levée du corps ce matin était un petit peu plus pénible qu'à l'habitude. Mais il faut se préparer. Il y a les compétitions de la Ligue provinciale de basketball en fauteuil roulant qui débutent à Laval en fin de semaine. Auquel vous allez participer. Oui, je joue avec une équipe de Vaudreuil. Oui. Mais quoique très intéressant, c'était pas nécessairement le sujet de ma chronique. Ben non. Ben en passant, je suis une native de Vaudreuil. Alors, j'allais dire go Vaudreuil, mais là, vu que vous êtes en compétition avec l'équipe vaudreuilloise, je suis un petit peu déchirée. Mais je vais jouer pour eux, ça va être bien. Ah, vous allez jouer pour eux, OK. Alors, de quoi vous allez nous parler sinon, Dominique? Donc, demain, vous savez que je suis un passionné de soccer. L'équipe canadienne de soccer masculine affrontera le Costa Rica à Edmonton lors d'un match important pour la qualification de la Coupe du monde de soccer qui aura lieu dans un an en 2022, au Qatar. Il risque d'avoir beaucoup de monde dans les estrades. On attend à peu près 50 000 spectateurs. Puis il risque de faire froid aussi, mais ça risque d'être tout un match. Puis ça m'a amené à me poser 2 questions. Quels sont les plus grands nombres de spectateurs pour un événement sportif qui s'est déroulé au Canada et les grands moments dans l'histoire du sport canadien? Vous avez toujours des bonnes idées. Alors, commencez par le plus grand nombre de spectateurs. Donc, je vais vous parler de la Coupe Grey de 1977 qui opposait les Alouettes de Montréal avec les Eskimos d'Edmonton. Il faisait froid cette journée-là, c'était en novembre. Il y avait eu une tempête de neige 48 heures avant. Et on l'appelle la Ice Bowl. Puis les joueurs des Alouettes avaient mis des agrafes sur leurs souliers pour ne pas glisser. Ah oui. Ils avaient facilement remporté le match 44-6. Il y a les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 1976 qui ont attiré 73 000 spectateurs. Mais le record pour un événement sportif, c'est le Grand Prix de Formule 1 de 2017 qui avait attiré 360 000 spectateurs sur une période de 3 jours. Donc, si on fait une moyenne, 120 000 spectateurs par jour. C'est beaucoup de monde sur l'île Sainte-Hélène. Oui, c'est un record, hein? Oui, c'est un record. Et maintenant, votre palmarès des événements les plus marquants du sport canadien. Je les ai pas nécessairement mis en ordre. On pourra s'en reparler pour savoir lequel vous metteriez en premier. Puis moi, je dirais dans une autre chronique. Mais je vais vous parler de Mike Weir qui a gagné le plus important tournoi de golf, le Masters, avec un veston vert en 2003. Il était devenu le premier Canadien à le remporter et le premier gaucher à le faire. Il y a aussi Jacques Villeneuve qui a gagné le championnat de la Formule 1 en 1997 lors de la dernière course, le Grand Prix européen. Il se battait avec Michael Schumacher. Ils se sont accrochés. Michael Schumacher s'est ramassé dans le bac à sable. Villeneuve a continué vers la victoire et a remporté le championnat. Un autre moment donné qui remonte plus à mon enfance, quand Wayne Gretzky a été échangé des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. Oui. Ça a amené beaucoup de tristesse là, sur les Canadiens, mais on dit que Wayne Gretzky a développé le hockey dans l'ouest des États-Unis et ça a changé l'histoire de la Ligue nationale pour toujours. Numéro 99, je vais m'en souvenir toute ma vie. Oui, c'est ça, on en avait parlé la semaine dernière. Il y a aussi Donovan Bailey qui a remporté le 100 mètres en 1996 avec un temps de 9 secondes 84, ce qui effaçait les mémoires pas très joyeuses de Ben Johnson de 1988. Ça, c'était quelque chose. Je me souviendrai aussi de toute ma vie de Sidney Crosby qui avait marqué le but gagnant à la finale de hockey des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Oui. Ça avait remporté la 14e médaille d'or du Canada.
Un petit peu de sport paralympique, je vais vous parler de Chantal Petitclerc qui a gagné 5 médailles d'or aux Jeux paralympiques de Pékin. C'est jusqu'à 21 médailles d'or et elle a mis un terme à sa carrière après ça. Meilleure façon que de finir au top. Il y a les Raptors qui ont gagné le championnat de la NBA en 2019. Depuis ce temps-là, il y a un slogan qui dit « We the North ». Il y avait plein de monde qui célébrait ce championnat dans les rues de Toronto avant chaque match. Ça a été toute qu'une fête et ça l'a vraiment fait passer le basketball à un autre niveau. Avant ça, les Blue Jays de Toronto en 1992 et 1993 qui ont remporté 2 séries mondiales de suite au baseball. Les Blue Jays, c'était la première équipe à l'extérieur des États-Unis à gagner la série mondiale. Ça avait créé tout un émoi aux États-Unis. Je ne sais pas si je vous dis John Letterman, qui était un animateur d'émissions de fin de soirée. Mm-hmm. Qui avait David Letterman. David Letterman, pardon, qui avait fait un gros top 10. C'est pourquoi les Canadiens nous volent le top 10 nous volent, la série mondiale à tous les ans. Ça avait fait rire beaucoup de monde. Et on ne peut pas parler de ça sans parler de Paul Anderson qui a marqué le but gagnant lors de la série du siècle avec l'équipe soviétique en 1972. On s'attendait à ce que le Canada batte à plate couture les Soviétiques. Les Russes sont pas de calibre, on va les planter. Ça n'avait pas été aussi bien, non. Mais Paul Anderson avait sauvé l'honneur du Canada avec tout un but. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de gens qui se souviennent où ils étaient quand ils ont entendu ce but-là à la télévision. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais dans le salon et je regardais mon père basculer complètement de sa chaise. Sa chaise à bascule, justement, qui avait pris le bord tellement il était stressé, énervé et heureux. Alors, c'était vraiment intéressant. Dans les événements les plus marquants, les Canadiens qui n'arrêtent pas de perdre, ça ne fait pas partie donc de votre palmarès d'aujourd'hui. Non, c'est ça, on les enlève de là. Ça fait longtemps qu'ils ne se retrouvent plus sur cette liste-là. Donovan Bailey, Sidney Crosby, Chantal Petitclerc, ça fait partie aussi de mon palmarès. Dominique Tremblay, merci beaucoup. On vous écoute, on parle de sport à Canal M, puis on va se retrouver la semaine prochaine autour de 10h15. Portez-vous bien, puis bonne chance. Au revoir. Bonne chance avec l'équipe de Vaudreuil, là. On va essayer. Salut. Bye. Bye. Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis. Yeah, ha, oh, baby, yeah, yeah. Tout le monde dans le bar pour des shots, last call dans la cup, juste avant ce belly up, calm down. Merci pour les beaux mots, I know. Si t'es juste moi, il fait chaud, ben go. Tout le monde dans le bar pour des shots, last call dans la cup, juste avant le belly up, calm down. Merci pour les beaux mots, I know. Si t'es juste moi, il fait chaud, ben go. Uptown, baby. On est gone la ho. Yeah. Merci tout le monde. Merci. Alright, I'm out. Yeah. C'est peut-être le temps de dire salut. Merci pour les beaux temps, les bonnes vies. Elle dit hey, y'a du nouveau, ouais, juste pas ta radio. Hey, on n'a pas des stuff à voyager avec des non-peace. Maintenant, c'est backpack avec un sac plein de snacks. À faire le tour du monde, c'est pas des hits, c'est des bombes. De bachelor à la score, place en masse, j'ouvre la porte pour que je sorte. Il faut que tu rentres, il faut que tu sautes. T'es dans de Pythagore, calcule ta next move pour te sortir de tes blues. Faut que ça bouge vite, you got to move it. Cause if you don't move it, you're gonna lose it. So we lay it on thick comme une couche de vaseline. Moi, je nous bounce right back sur la rap kept scene. Une page de petits jeunes qui nous parlent de wet dream. T'as une coupe de show au franco-bas, c'est nous la dream team. Whoop-de-whoop, je mange du pain avec une soupe. Last call pour la liberté d'expression. Whoop-de-whoop, si je m'en pas de toute santé pour la liberté d'expression. Tout le monde dans le bar pour des shots. Last call dans la cup, juste avant ce belly up, calm down. Merci pour les beaux mots, I know. Si t'es juste moi, il fait chaud, ben go. Tout le monde dans le bar pour des shots. Last call dans la cup, juste
juste avant le belly up, calm down. Merci pour le beau mot, I know. Si t'es juste mou, il fait chaud, ben go. Là qu'on va, c'était là qu'on est. Là qu'on est, c'était là qu'on veut aller. Là qu'on va, c'était là qu'on est. Là qu'on est, c'était là qu'on veut aller. Yeah, je suis back avec un autre mother vibe, un autre mother ride, yeah, un autre mother sad show. Me parle des shows, yeah, des circus in town, des clowns pis des grosses ballons, peut dire une bonne tune. Pour parler, je vous avais tout au party. Next to the mic, c'est mon man, Jack au boost. Le maître de la cérémonie, le MC. Le te met à l'aise, il t'aime la compagnie. Et dit, tout le monde dans le bar pour des shots. Last call on la cup, juste avant ce belly up, calm down. Merci pour le beau mot, I know. Si t'es juste mou, il fait chaud, ben go. Tout le monde dans le bar pour des shots. Last call on la cup, juste avant le belly up, calm down. Merci pour le beau mot, I know. Si t'es juste mou, il fait chaud, ben go. Radio, last call. Merci, Nicolas. Selon une enquête menée par Finitonum, le recours aux programmes gouvernementaux permettant d'améliorer la condition financière des personnes en situation de handicap au Québec est le plus faible au Canada. Par rapport aux autres provinces canadiennes, le Québec est le dernier dans l'utilisation d'un régime enregistré d'épargne invalidité et le dernier dans l'utilisation du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap et leurs familles peuvent avoir à porter un lourd fardeau financier tout au long de leur vie en raison des frais liés à des problèmes de santé persistants et chroniques sévères qui ont un impact sur leur vie au quotidien. Pour compenser les dépenses additionnelles inévitables que d'autres contribuables n'ont pas affrontées tout au long de leur vie, il existe des programmes d'aide comme le régime enregistré d'épargne invalidité et le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Selon Guillaume Parent, fondateur de Finitonum, le Québec est en retard et certaines hypothèses pourraient expliquer pourquoi les contribuables québécois en situation de handicap ne réclament pas l'argent auquel ils ou elles ont droit, notamment qu'elles ne se reconnaissent pas comme une personne handicapée. Il est important de savoir que l'évaluation de la condition d'une personne tient compte de plusieurs facteurs. Or, une personne dont les capacités ou même une grande difficulté à se nourrir, se déplacer, communiquer ou entendre au quotidien pourrait bénéficier d'une aide substantielle, explique M. Parent. Les noms des mesures financières peuvent porter à confusion ou être interprétés négativement, et on ne se reconnaît pas comme personne handicapée ou invalide en vertu des programmes offerts, ajoute M. Parent. Finitonum met à la disposition du public un centre d'appel gratuit avec des experts pour répondre aux questions et accompagner les Québécois, Québécoises dans leur démarche pour obtenir un certificat d'évaluation, le faire remplir par leur médecin et adhérer aux mesures financières disponibles. Le centre d'appel Finitonum 1-833-866-7334, je répète, 1-833-866-7334. Abitibi-Témiscamingue, la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec a fixé à 500 000 $ l'objectif de son 25e Téléthon annuel. L'événement se tiendra le dimanche 30 janvier 2022 de 16h à 22h au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et sur les ondes de Nouveau Abitibi-Témiscamingue. L'organisme avait amassé une somme record de 637 000 $ en janvier dernier lors de son 24e Téléthon. Comme l'explique le directeur général Rémi Mailloux, ce résultat exceptionnel a permis à la ressource de développer de nouveaux services. On fixe l'objectif à 500 000 $ parce que c'est un montant qui nous permet d'offrir des services pour nos membres, d'excellents services. Mais avec un résultat comme l'an passé, ça nous a permis d'investir dans le loisir et le sport, ce qu'on ne faisait pas avant. Plus on a de l'argent, plus on peut investir pour offrir une meilleure qualité de vie aux personnes en situation de handicap en Abitibi-Témiscamingue. Le directeur général ne cache pas sa fierté de voir que le Téléthon est toujours aussi important pour la région 25 ans après sa création. Notons que la direction musicale du Téléthon sera assumée une fois de plus par Vincent Lemaitre-Vierge, le frère de l'autre. Plusieurs artistes de la région et de l'extérieur ont déjà confirmé leur présence, tels que Jacques Michel
et les Gars du Nord, un groupe du Nouveau-Brunswick composé notamment de Wilfred Leboutillier et Jean-Marc Couture, qu'on a connu à l'époque de Star Academy. Et en Mauricie, finalement, dans l'Hebdo-Journal, la cour avant de la maison de répit Le Camélia est maintenant garnie d'une jolie micro-bibliothèque communautaire. Le projet issu d'une collaboration entre les résidents et des étudiants du collège La Flèche a pour objectif de tisser des liens avec le voisinage. C'est Lucie Duval, la propriétaire de la maison Le Camélia, qui est une habituée de collaborer avec l'institution d'enseignement, qui a lancé cette idée il y a quelques mois. On travaille là-dessus depuis le mois d'août, dit-elle. Mon but premier est de sensibiliser les gens à notre clientèle. Je trouvais que c'était une belle façon de nous rapprocher des gens et d'échanger. La maison de répit Le Camélia, une ressource d'hébergement familial privé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, accueille présentement 15 personnes. Ce sont les résidents qui vont s'occuper de la boîte à livres, précise Mme Duval. Ils vont veiller à l'entretenir, la garder pleine et solliciter les gens pour y échanger des livres. Dans les prochains jours, on a l'intention d'aller porter des invitations aux gens du quartier. Nos résidents ont participé à chacune des étapes du projet avec beaucoup de cœur et d'enthousiasme. Ils en sont très fiers. Le projet a été réalisé grâce à la participation des étudiants Alexandre Dubois, Noémie Blanchette et Ariane Garceau, ainsi que leur professeur David Gélina. Ces finissants en gestion et intervention en loisirs ont même préparé une journée d'inauguration bien spéciale avec la présence de l'auteur jeunesse Étienne Poirier. Restez avec nous. Après la chanson, je parle avec Nicolas Roy, qui a réalisé son tout premier long-métrage qui sera présenté dans le cadre de Festival Cinémania ce soir. Le film s'intitule « Guerre ». Petite, ils veulent te changer. Ils t'ont dit tu peux pas tout faire. Quand tous tes repères partent en fumée, dis-toi qu'il y a rien d'autre à faire. Il faut recommencer le Lego à zéro. Il y a un bloc qui manque mais tu sais plus trop. Ton visage dans la glace, ton sang se fiche. Pourquoi être femme te donne le vertige? Non, non, non. Mélange d'hormones, c'est invité. Un cocktail molotov avec tes pensées. Ton corps, une œuvre d'art suremballée. À croire que nos cris n'ont rien changé. Il faut recommencer le Lego à zéro. Il y a un bloc qui manque mais tu sais plus trop. Ton visage dans la glace, ton sang se fiche. Pourquoi être femme te donne le vertige? Non, non, non. Depuis toujours t'avances sans t'arrêter sur les barrières qu'ils t'ont imposées. Fossiles robes de satin et dentelle. Faut-il vraiment souffrir pour être belle? On a recommencé le Lego à zéro. Les blocs qui manquaient étaient de trop. Ton visage dans la glace, le sourire fier de faire les idéaux. Un doigt en l'air. Non, non, non. Tu ouvriras les portes de ce petit paradis. Et ce paradis sera tatoué d'une flamme éternelle par des femmes immortelles. Tu ouvriras les portes de ce
C'était Mocha avec la chanson Flamme. Le film Guerre au pluriel de Nicolas Roy est présenté ce soir au Festival Cinémania et le réalisateur est avec nous. Ça me fait bien plaisir de parler avec vous. Nicolas Roy, bonjour. Bonjour. Guerre, c'est votre tout premier long métrage, mais vous évoluez dans le milieu du cinéma depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à réaliser votre premier long métrage? J'ai fait quand même depuis 2001 environ que j'ai fait plusieurs courts-métrages. Et à un moment donné, il y a à peu près 5-6 ans, Nicolas Comeau, le producteur, et Cynthia Tremblay, la scénariste, m'ont présenté ce scénario-là en me disant qu'ils trouvaient que ça marcherait bien avec le genre d'univers que j'avais créé dans mes courts-métrages. Et que j'ai lu le scénario, j'ai trouvé qu'il y avait raison. Puis finalement, on a développé ça tranquillement au fil des ans pour en finir avec ce tournage-là. Oui, parce que vous avez pas mal de métiers en tant que réalisateur de courts-métrages. On pense à Novembre qui a été présenté en 2003. Il y a Léo, Petit Dimanche, Jour sans joie, Ce n'est rien. Des beaux titres, ça. Ce n'est rien qui a été présenté à Cannes. Et vous avez aussi remporté un prix à Locarno en 2004 pour Léo. Et vous êtes aussi monteur. Est-ce que c'est votre premier métier, celui de monteur image? Disons que non, c'est pas mon premier métier, mais disons que c'est le métier qui m'occupe. OK. La réalisation. Parce que c'est évident que faire des films, c'est toujours assez long. Ouais. Développer des projets, ça peut prendre plusieurs années. Mais disons que je vais d'un à l'autre avec aise. Et le projet Guerre a pris combien de temps à devenir concret? Je pense que ça a pris 5 ans. Ah ouais. Ça a pris au moins 4 dépôts aux institutions pour finalement tourner avec l'argent de Téléfilm Canada. Fallait y croire. Oui, il fallait y croire. On a eu, à un certain moment, on se disait, ce film-là ne se fera jamais, mais finalement, on n'a jamais baissé les bras. Puis ça s'est finalement concrétisé. Et quelle est l'histoire de Guerre? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a environ 20 ans qui pour suivre les traces de son père, un ancien militaire. Son père est décédé. Elle décide de s'enrôler dans l'armée. Et là, elle tombe un peu... elle rencontre son supérieur, le sergent Richard. Puis il y a une histoire qui se tisse entre les deux, une histoire, disons, toxique. Ouais. Une relation pas nécessairement saine. Il y a du désir, il y a du rejet, il y a de la violence. Parlez-nous de la distribution. Là. Qui incarne la jeune? Là? C'est Éléonore Loisel, qui est... Une actrice formidable. Oui, qui a d'ailleurs remporté un prix à Karlovy Vary. Parce que le film était présenté à ce festival-là en République tchèque au mois d'août. Elle a gagné le prix d'interprétation. Elle est très, très, très habitée comme actrice. Elle a vraiment, à mon avis, elle est extraordinaire. C'est le bon mot. Je l'avais vu dans Dérive de David Hulot. Puis je me suis dit, OK, c'est elle que ça nous prend pour jouer ce rôle-là. Oui. Et le sergent Richard, lui, c'est David Lahaye. Et lui aussi, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. On l'avait vu à la télévision un peu, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait un premier rôle, en tout cas un rôle de premier plan dans un film. Puis je trouvais que, c'est ça, il y a bien... je l'avais vu dans un film, je sais pas où est-ce qu'il jouait un rôle secondaire, mais j'aime bien la façon dont il a vieilli, disons. Il y a toujours une énergie très, très débordante. Puis là... il a gagné, je pense, en maturité, mais il y a encore cette folie-là qui l'habite. Et je trouvais que ça fonctionnait bien avec le personnage de Richard. C'est vous qui avez pensé aux deux acteurs, à Éléonore Loisel et à David Lahaye? Oui. Il y avait le directeur de casting. Je me souviens plus si c'est venu dans une discussion, David. Éléonore, ça c'est moi. David, je pense que c'est moi. En tout cas, on a eu beaucoup de discussions parce que c'était... moi, je voulais pas avoir... Je voulais... À la rigueur, j'aurais pris presque un inconnu, tu sais. Ah oui? Ou un non-acteur. Je voulais que ce soit quelqu'un, tu sais, qui est pas... qu'on voit pas là, systématiquement à la télévision puis dans les films, mais
Et je trouvais que finalement, David était parfait pour ce rôle-là. Et il y a vraiment une chimie entre les deux. Là. Ça fonctionne bien. Là. Les deux acteurs sont complètement investis par leur personnage, puis ça donne quelque chose d'extrêmement troublant. C'est pas un film facile. Qu'est-ce que vous espérez qu'on tire de ce moment passé au cinéma? Parce qu'on est au cœur là, de l'activité de guerre. En tout cas, ça commence dans un camp d'entraînement. Puis, à un moment donné, on va sur le terrain. Là, on se promène, on va dans l'Europe de l'Est. Puis, à travers ça, il y a l'espèce de relation un peu étrange et qui nous met mal à l'aise entre le sergent Paul Richard, qui est incarné par David Lahaye, et cette jeune femme, Emma Ducharme, à laquelle on s'attache. Alors, justement, qu'est-ce que vous vouliez raconter à travers ce récit? Moi, ce que j'aimais du récit, c'est que c'est sûr que on est un peu dans un sujet d'actualité. C'est sûr qu'à l'époque... Un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup. C'est sûr qu'à l'époque où le scénario a été écrit, on parlait beaucoup moins de ce... on était vraiment avant MeToo, avant toutes les révélations qu'on connaît maintenant sur les abus sexuels, puis le harcèlement. Oui, par des hauts gradés. Les agressions, tout ça. Puis, mais ce que je voulais, moi, ce que j'aimais, en fait, dans ce que j'aime encore, c'est que c'est pas ce qu'on s'attend de ce genre de relation-là. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas on est vraiment dans la tonalité de gris, là. On n'est pas dans le noir ou blanc ou avec cette jeune fille-là qui disons-le, qui est agressée là, par son supérieur. Elle continue d'avoir une sorte d'attirance, puis même ça frôle l'obsession. Là, en tout cas, on pourrait croire ça. Puis ça, je trouvais ça troublant et, disons, nouveau. C'est rare qu'on voit ça. On a vu ça dans certains films là, des années 60, 80. Mm-hmm. Mais ça, je trouvais ça nouveau, je trouvais ça troublant. Je trouvais que ça ouvrait sur ces deux êtres-là qui sont pas du tout dans l'émotion, on va dire. Ils sont plutôt dans des pulsions. C'est vraiment animal comme façon de... On dirait qu'ils suivent des instincts presque animaux. Avec ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et aussi le fait que, bien évidemment, il y a un commentaire quand même sur l'armée, ou en tout cas, même sur ces milieux de travail, même où il y a une hiérarchie, puis où est-ce que il y a vraiment un pouvoir qui s'exerce. Ouais. Entre les plus hauts et ceux qui sont plus bas. D'ailleurs, le sergent en abuse de son pouvoir et on sent que ça va pas nécessairement bien dans sa tête. Et il peut créer des grands dégâts là, chez cette femme-là qui est toute jeune, qui est toute innocente, mais on sent aussi sa force. Éléonore Loisel est extraordinaire, là, comme vous le disiez. Elle est habitée par son personnage. Moi, je l'avais vue au théâtre dans ceux qui se sont évaporés. Elle a un petit rôle, mais quand elle arrive, elle éblouit complètement par son charisme. Et oui. Ben, ça ne nous donne pas envie d'entrer dans l'armée, en tout cas, votre film. Non, probablement pas. Non, c'est sûr. Non, c'est certain, mais oui. Mais bon, je veux dire, je pense pas qu'on puisse généraliser ce genre de cas-là dans l'armée, évidemment. Non. Mais on est quand même au cinéma, mais non, ça donne pas vraiment envie. À moins qu'on soit... Oui, allez-y. Ben, ce que j'aime, c'est que là, c'est des personnages qui sont quand même brisés. Là, surtout Richard, là, où est-ce que son pouvoir, il l'exerce, mais il n'a pas l'air d'y croire tant que ça non plus. Là, ouais. C'est comme toute une façade, ce qu'on apprend à être fort et tout ça. En fait, il est complètement brisé de l'intérieur, mais il essaie de maintenir une genre de façade. Il craque à quelques occasions. Là. On le voit qu'il y a un cœur, là, parce qu'il y a des larmes qui vont couler. Mais il ne faut pas tout dévoiler, là, mais on est quand même dans un univers où l'ordre, la soumission doit régner. Mais c'est ça, c'est un film qui va certainement faire réfléchir, faire
provoquer des discussions. Est-ce que cette première réalisation, juste avant de vous demander si vous avez envie de continuer à réaliser des longs métrages, mais je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que le milieu de l'armée, c'est un milieu que vous connaissiez? Moi, je connaissais, non, plus ou moins. La scénariste, elle connaît, a quand même vraiment étudié le dossier. Elle connaît parce que je pense qu'il y a même un membre ou des membres de sa famille qui sont passés par là. Cynthia Tremblay? Cynthia Tremblay, oui, qui a écrit le scénario. Et qu'elle, oui, c'est né, cette idée-là, ça a germé parce que je pense qu'elle avait quelqu'un dans sa famille qui était dans l'armée, puis elle voyait un peu comment il évoluait là-dedans. Là. Mais c'est ça. Mais elle avait écrit des courts-métrages. C'est son premier long-métrage, elle aussi. Ah oui. Puis souvent, c'est ça. C'est des femmes... elle est intéressée par l'univers féminin, puis par le désir, puis ouais. Et Nicolas Roy, quand vous regardez votre film, quand vous regardez Guerre, de quoi êtes-vous le plus fier? Ah, là là, bonne question. Ben, moi, premièrement, je suis fier qu'on ait réussi à le faire. Déjà là. C'était vraiment pas gagné d'avance. Non, je suis fier qu'avec les moyens qu'on avait, qui étaient très, très, très limités, on a réussi à faire créer un univers qui est crédible. Je suis très fier du travail des comédiens. Je suis très fier de la sobriété de l'affaire. Puis j'ai l'impression que c'est pas tape à l'œil, ça veut pas... Absolument pas, c'est pas provocateur. Il y a comme une certaine... pas distance, là, mais c'est fait avec sobriété, je pense. Mm-hmm. Ben, vous parlez de distance, mais il y a beaucoup de plans rapprochés. On se sent investi, on se sent, nous, dans l'action. Oui, c'est ça. Oui, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est ce que je fais, là. C'est ce que j'ai fait dans mes courts-métrages aussi. On est très près. On est rarement plus loin qu'une longueur de bras des personnages. On a vraiment l'impression d'avoir une place privilégiée comme spectateur, mais tout en ayant un regard respectueux. On n'est pas dans le jugement. Moi, je ne juge pas les personnages. Mm-hmm. Donc, vous faites confiance à votre spectateur. Oui, puis j'essaie de pas trop lui en donner. Il y a quand même il y a vraiment une économie de dialogue. Même les dernières minutes du film sont complètement sans dialogue. Fait qu'il faut quand même pas qu'il faut faire un effort, là, mais on prend pas trop le spectateur par la main, disons. Mm-hmm. Et ça fait du bien, ça, quand on se sent libre. Alors donc, c'est la première ce soir, mais l'Impérial est fermé pour une durée indéterminée parce qu'il y a eu des problèmes. Là, l'immeuble qui abrite le cinéma a eu des problèmes de structure. Donc, votre film sera présenté où? C'est au Quartier Latin, ce soir. OK. À 18h. À 18h. Bien, bonne première. Est-ce que c'est une première canadienne? Oui, c'est une première canadienne. Oui. Puis comment vous vous sentez? Ben, je me sens nerveux. Oui, c'est normal. Ça va être le fun, je veux dire, c'est le fun que on fait des films pour qu'ils soient vus, puis l'équipe, une bonne partie de l'équipe va être là, donc eux, ils l'ont pas vu du tout, et je pense que ça va être intéressant ils ont travaillé très fort là-dessus, puis je pense que ça va être le fun qu'ils voient le fruit de leur travail ce soir. Mm-hmm. Et vous présentez ce film-là le 11 novembre 2021, jour de l'armistice. Oui, complètement, un concours de circonstances. Oui. Et est-ce que le film va pouvoir être, va être distribué un petit peu partout? Est-ce qu'on va pouvoir le voir en salle bientôt? Le film va être en salle à partir du lendemain, donc le demain, 12. le 12. Puis après ça, il va être sur Crave à partir du 21 novembre. Et que tout de suite après, il s'en va sur Crave. Pour quelques jours? Comment? Pour quelques jours sur Crave? Oui, je pense que c'est d'abord, je pense que c'est une semaine, mais ça, je n'ai pas le détail exact, mais en tout cas à partir du 21 novembre jusqu'à décembre. D'accord. Mais avant, il faut aller le voir en salle, le film Guerre de Nicolas Roy, avec qui on parlait. Merci, puis bonne chance. C'est ça ma question, finalement, je ne l'ai pas posée. Si cette première réalisation vous donnez envie d'en faire d'autres longs métrages, est-ce que vous travaillez sur quelque chose en ce moment? Oui. Non, c'est sûr que ça m'a donné envie. Ouais. Encore plus, même d'en faire d'autres.
Je travaille en ce moment sur un scénario que j'écris là, qui dans le courant de l'année prochaine. C'est sûr que je multiplie les projets de montage aussi. Donc, OK. Ça sera quoi l'univers exploré en quelques secondes? C'est un univers, c'est beaucoup plus campagnard. Là. C'est l'histoire d'un gars qui revient à la maison, à la campagne. Après, il sort de prison, en fait. Puis là, il retrouve sa femme et son enfant. Il essaie de reprendre une vie normale. Oui. Merci encore une fois, Nicolas Roy, pour votre disponibilité. Puis bon succès avec Guerre. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Hélène Denis. J'aurais appris le nom des fleuves tranquilles. J'aurais embouteillé la lumière de l'aube, le silence des cimetières, le cri des fauves. Je serais conquistador de bêtes féroces. J'aurais ouvert les portes du bestiaire. Je n'aurais plus peur qu'on me dévore. J'aurais appris la langue des mammifères. Quand je serai grande, j'aurai enfin compris, en faisant le tour du monde, que je ne tourne pas comme lui. J'aurais coupé la tête à la reine de cœur quand les nôtres auront été brisés. J'aurais coupé mes cheveux jusqu'à ce que j'aurais vu ton souvenir tomber. J'aurais repassé les draps de mon lit de mort en espérant ne plus m'y coucher. J'aurais 7 ans de bonheur en cassant un miroir et tous les chats noirs à mes pieds. Quand je serai grande, j'aurai enfin compris, en faisant le tour du monde, que je ne tourne pas comme lui. Je rêve des histoires de monstres sous le lit. Je leur ferai gloire, j'attendrai qu'ils m'aiment aussi. Ariane Roy, Quand je serai grande. Et on parle avec Laurent Trépanier-Capistran, avocat pour sa chronique juridique. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène. Drôle de coïncidence parce que je viens tout juste de faire une entrevue avec Nicolas Roy pour son film Guerre, dans lequel il y a des inconduites sexuelles dans les forces armées, mais ici on n'est pas au cinéma. Là. Vous allez quand même parler d'inconduites sexuelles dans les forces armées, le rapport provisoire de Louise Arbour. Tout à fait, je reste dans le ton. Donc, le rapport provisoire de Louise Arbour, effectivement, là, qui a été envoyé à la nouvelle ministre depuis peu. À titre de rappel, Louise Arbour, qui est une ancienne juge à la Cour suprême du Canada, a fait un passage aussi long et remarqué à l'ONU, a été mandatée là, par le gouvernement Trudeau pour investiguer sur le processus de traitement des plaintes en matière d'infractions sexuelles dans les forces armées. Parce qu'on le sait, c'est un dossier ça qui traîne depuis plusieurs années du côté du ministère de la Défense et plus largement là, des forces armées. Je vous rappelle qu'il y a des accusations d'inconduite qui visent plusieurs hauts placés dans la hiérarchie militaire, dont l'ancien chef d'état-major Jonathan Vance. Il y aurait d'ailleurs, là, M. Vance communiqué à plusieurs reprises avec sa plaignante, donc pour faire modifier des versions.
Le remplaçant de Vance aussi, également, l'amiral Art McDonald a été mis de côté à peine un mois après son arrivée en poste, alors qu'on a appris qu'il était sous enquête pour des motifs similaires. Et peut-être plus près de nous, Hélène, le major général Danny Fortin, qui a été peut-être plus connu là, pour avoir joué un rôle dans la réponse face à la COVID, notamment la distribution des vaccins est dans une situation similaire. Donc, juste pour rappeler là, certains exemples et pour montrer que ça vient vraiment gangréner les forces armées canadiennes jusque dans les hauts grades, là, finalement. Hey, il y a du mouvement au ministère de la Défense, je serais portée à dire enfin. Oui, effectivement, enfin, nouvelle ministre. On a eu, suite à l'élection du gouvernement Trudeau, il a nommé son cabinet ministériel. Nouvelle ministre, Anita Anand, nouvellement nommée dans ces fonctions-là. Et auparavant, le poste était occupé par Harith Sajjan. Son mandat a duré 6 ans, a été en quelque sorte hanté par ce dossier-là des inconduites sexuelles. Il n'en est jamais vraiment venu à bout, en fait. Et je pense que c'est pas un hasard là, s'il n'est plus dans le poste de ministre de la Défense. Et c'est pas non plus un hasard, je pense, si la nouvelle ministre n'a pas de passé militaire. Là. Je pense qu'on tente ici de créer une distinction, de couper les liens un petit peu avec la hiérarchie militaire là, pour essayer de faciliter le traitement de ce dossier-là. Et au-delà, évidemment, là, du ministre Sajjan, c'est aussi un caillou dans le soulier du gouvernement Trudeau. Là. C'est un dossier qui dure depuis en fait, qu'ils sont au pouvoir, carrément. Ça les précédait, évidemment, mais ça dure quand même depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est un dossier qui les fait en quelque sorte mal paraître. Un gros caillou. Parlez-nous, Laurent, de l'intervention de Louise Arbour auprès de la ministre de la Défense nationale. Ben oui, donc c'est ça. Je vous disais, il y a un rapport préliminaire qui a été envoyé à la ministre de la Défense dans lequel elle recommande que les dossiers d'infraction sexuelle soient traités par la justice civile. Parce qu'il faut préciser, Hélène, habituellement, le droit militaire, il s'applique pour des infractions qui sont commises par des militaires dans le cadre de leurs fonctions. Et jusqu'à tout récemment, là, c'était finalement la justice militaire qui s'occupait de traiter ces cas d'inconduite sexuelle-là qui se passaient dans leur rang. Et là, le rapport de Mme Arbour est venu, le rapport provisoire, c'est important de le dire, c'est pas son rapport final, le rapport provisoire est venu dire oh, attention, là, on doit remettre ça dans les mains de la justice civile parce que rien ne va plus là, du côté de la justice militaire. Plus spécifiquement, Mme Arbour recommande en fait que les dossiers qui sont sous enquête soient transférés à la police civile, donc y compris, là, on ne parle pas juste, ça veut dire du dépôt d'accusation ou des procès qui pourraient y avoir lieu dans ce contexte-là, mais carrément aussi au niveau de l'enquête. Donc, transfert des enquêtes à la police civile. Évidemment, dépôt des accusations devant les tribunaux civils et pas devant les tribunaux militaires. Et également appel à un certain soutien du ministère de la Défense pour pouvoir coordonner avec les provinces, parce que je vous le rappelle, Hélène, l'administration de la justice, elle est provinciale, donc il faudra qu'il y ait une certaine réception, si vous voulez, de ces dossiers-là au niveau provincial. Et mentionne également, et ça c'est intéressant, que les forces armées devraient avoir au plus un rôle consultatif, donc vraiment limiter le rôle des forces armées dans ces dossiers-là, et de maintenir une communication qui est efficace avec les plaignantes. Pourquoi on fait ces recommandations-là? Eh bien, c'est entre autres à cause d'un manque de confiance des plaignants et des plaignantes dans le processus d'enquête et dans le processus de plainte tel qu'on le connaît là, du côté des forces armées canadiennes. Et je dirais que... Ce sont les plaignantes qui n'ont pas confiance. Oui, effectivement, les plaignantes n'ont pas confiance, mais je pense que c'est plus étendu que ça. C'est-à-dire que je pense que le public commence à manquer de confiance aussi quand on voit que l'état-major là, est affecté par cette situation-là, qu'on ne semble pas avoir de leadership non plus au niveau des forces armées canadiennes. Le leadership est roulant. Là, je vous parlais tout à l'heure de Messieurs Vance et McDonald. Je pense que ça démontre ça et je pense que la confiance du public commence à s'effriter dans ce dossier-là. Évidemment, les plaignantes, ça va de soi, Hélène, mais plus large que ça, je crois. Et en droit, la confiance dans le système de justice, c'est un concept extrêmement important. Ça peut paraître un peu futile, peut-être un peu dans les nuages quand on le dit comme ça, mais cette confiance-là, elle est importante pour des raisons très concrètes ici, parce qu'il peut devenir aussi difficile de demander aux gens là, d'utiliser l'appareil judiciaire quand les gens n'ont pas confiance, quand on voit que les dossiers n'aboutissent pas. Et ça peut aussi avoir des conséquences sur l'application des décisions judiciaires si on vient à perdre une confiance envers notre appareil judiciaire. Mais évidemment,
plus difficile de se sentir lié là, par les décisions de la justice à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est beaucoup des questions de confiance dans le processus qui ont motivé là, ce rapport provisoire de Mme Arbour. Est-ce qu'on est dans le « plus ça change, plus c'est pareil » ? Un peu, Hélène. Un peu. Pourquoi? Eh bien, parce que ce dossier-là, comme je vous disais, c'est un caillou dans le soulier là, du gouvernement Trudeau, mais ça les précédait aussi. Il y a eu plusieurs rapports au niveau des inconduites sexuelles dans les forces armées. D'abord, le rapport de Mme Deschamps, qui est elle aussi une ancienne juge de la Cour suprême du Canada, qui avait été mandatée par le gouvernement conservateur qui précédait le gouvernement Trudeau, a remis un rapport en 2015 là-dessus. Et dans ce rapport-là, je vous en ferai pas le tour aujourd'hui, mais je pense que ce qui est intéressant pour mettre ça en lien avec le rapport provisoire de Mme Arbour, c'est que dès 2015, dans le rapport de Mme Deschamps, on recommandait déjà la mise en place d'une agence indépendante afin de traiter des plaintes d'inconduite sexuelle. Et cette recommandation-là semble avoir été largement ignorée puisque jusqu'à tout récemment, là, Hélène, ce n'était toujours pas fait, c'était toujours pas en place. Et pourtant, ça n'avait pas échappé là, à l'analyse de l'ancienne juge de la Cour suprême, Mme Deschamps. Également, 2021, plus près de nous, rapport Fish, un autre juriste, Hélène, qui fait la recommandation, qui est en fait la recommandation de Mme Arbour. Ce que Mme Arbour est venue dire, c'est qu'on devrait appliquer la recommandation qui se trouve dans le rapport Fish, la recommandation numéro 68, ce rapport-là qui a été déposé en 2021. Donc, tous les acteurs, tous les juristes qui se sont penchés là-dessus, ou plus largement, ont analysé ce dossier-là, ont fait les mêmes recommandations. Ces recommandations-là n'ont pas été du moins au niveau de l'appareil indépendant de traitement des plaintes, n'ont pas été mises en place jusqu'à en fait l'arrivée dans la siège de ministre de Mme Anita Anand. Donc, est-ce que ça permettra de changer la donne, Hélène? Il faudra continuer à suivre le dossier, évidemment, mais je vous dirais, pour répondre à est-ce que c'est un cas de plus ça change, plus c'est pareil? En quelque sorte, oui, parce que comme vous pouvez le constater, le dossier s'étire, mais d'un autre côté, cette recommandation-là au niveau de l'indépendance n'avait pas été mise en place avant aujourd'hui, avant l'intervention de Mme Arbour et de Mme Anand. Donc, peut-être qu'il y a de l'espoir finalement dans ce dossier-là. Et je terminerai aussi en soulignant que Mme Anand n'est que la deuxième femme à occuper le poste de ministre de la Défense. Donc, peut-être que ça aussi, ça a joué un rôle dans la décision de M. Trudeau de placer Mme Anand dans ce poste-là. Et du moins pour l'instant, ça fait très, très peu de temps qu'elle est en poste. Elle a déjà un livrable à son actif, ce que peut-être là, le ministre Sajjan n'avait pas auparavant. Vraiment. Et ce qui nous a aussi donné l'espoir, Laurent, c'est hier, on apprenait que l'adjudant retraité des Forces armées canadiennes, André Gagnon, va devoir purger une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois pour avoir agressé sexuellement la caporale Stéphanie Raymond. Oui, effectivement, je pense qu'on peut faire des liens avec ça, Hélène, vous avez raison. Là, il y a des sentences qui commencent à tomber. Donc, peut-être une lueur d'espoir dans ce dossier-là. Faudra voir là, si la patience des plaignants et surtout des plaignantes là, va pouvoir s'étirer jusqu'à ce qu'on puisse dire que vraiment ce dossier-là est clos du côté du gouvernement Trudeau. Un grand merci, Laurent. À bientôt. À bientôt. Dans un miroir trop grand pour moi, j'ai vu mes yeux baignés dans du liquide. Je n'ai pas cru d'abord en mon chagrin, d'autant que je ne pleure plus jamais. Mais en fouillant juste un peu plus, j'ai trouvé des motifs bien assortis. Et des raisons plus qu'intéressantes pour comprendre ce qui m'arrive. C'est qu'il ne m'arrive plus rien.
surtout pas cru en ma deuxième chance, d'autant que je ne gagne jamais à rien. Mais en y songeant juste un peu plus, et sachant que ça fera mal, j'ai décidé de changer. Que peut-il se produire de pire que rien? Et je crois que tout arrive, que tout vient, qui sait mourir pour mieux revivre, ce n'est pas sans peine. Je crois qu'on revient mieux après le deuil de soi-même. Que tout vient, qui sait mourir pour mieux revivre, ce n'est pas sans peine. Je crois qu'on revient mieux après le départ de soi-même. Que tout vient, qui sait mourir pour mieux revivre. C'était la pièce Revivre de notre invitée Fanny Bloom. Fanny Bloom, très heureuse de m'entretenir avec elle, autrice, compositrice, interprète, animatrice aussi depuis quelque temps. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, vous venez de faire paraître un mini-album intitulé Rêve encore qui contient 8 reprises de chansons de Daniel Bélanger. Est-ce que le projet de l'album, c'est en quelque sorte le prolongement du balado Daniel Bélanger Rêve encore qui célèbre les 20 ans de l'album Rêver mieux de Bélanger? C'est complètement ça. Oui. Oui. Le projet du mini-album est vraiment sorti suite au travail que j'avais fait avec Julien Morissette, qui est le réalisateur du balado, qui m'avait demandé de faire l'animation, les narrations et la musique. Et là, en travaillant sur la musique avec mon chum, on se disait, ça serait un peu dommage que cette musique-là reste comme un peu, entre guillemets, emprisonnée dans les épisodes. Fait que on s'est dit qu'on allait peut-être faire quelque chose avec ça. Puis finalement, ma nouvelle maison de disques a complètement embarqué dans l'idée. Puis là, ça a fait boule de neige. Puis là, finalement, voilà, est sorti un mini-album de reprises. Et Fanny, comment vous avez procédé pour personnaliser les chansons un autre que vous admirez beaucoup, beaucoup en plus? Oui, je me suis beaucoup posé la question. J'ai aussi backé. Oui. Au début, je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée, peut-être. Puis là, finalement, je me suis mis à les jouer au piano. En fait, c'est comme ça que j'ai comme trouvé le filon. C'était vraiment comme en les travaillant au piano que j'ai été capable de trouver ma manière à moi, finalement, de les faire. Vous avez un accompagnateur avec vous. Oui, j'ai un petit bébé. Qui est enrhumé, qui veut être auprès de sa mère. Exact. Bon, alors,